Bonsoir Roland Gillet. Bonsoir. Alors est-ce que les banques prêtent trop et trop facilement? En tous les cas, les banques prêtent, heureusement d'ailleurs, à l'économie réelle, donc aussi aux particuliers qui décident de se loger en achetant. C'est vrai qu'on a remarqué qu'effectivement, avec des taux d'intérêt bas, beaucoup de gens se posent la question d'acheter avec encore plus de raisons, tout en sachant qu'on le dit très bien, que ce soit d'ailleurs n'importe quel bien de consommation, qu'effectivement, quand on achète à crédit, ça coûte aussi de l'argent. Donc, comme les taux sont plus bas, la décision de prendre un achat tout de suite ou de le reporter est sur la table pour pas mal de gens et depuis longtemps, et notamment les jeunes. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les banques, heureusement en Belgique, elles ont été beaucoup moins agressives et plus prudentes, ont prêté parfois jusqu'à 100%, voire même 120% dans certains pays, et sur de très longues durées, comme par exemple en Espagne, jusqu'à 35 ans. Ici, pour le moment, ce qui est constaté, c'est que d'abord, ce n'est pas la première fois que la Banque nationale met en garde sur le crédit hypothécaire en demandant, par exemple, à un moment donné, l'année dernière, qu'elle ne prête pas plus de 80% du prix d'achat, et non pas pour empêcher les jeunes et les moins démunis de devenir propriétaires, mais plutôt pour les protéger. Et après, cette décision qui n'a pas plu de façon populaire, la décision qui a été prise, c'est de mettre en face de chaque crédit hypothécaire plus de fonds propres, c'est-à-dire que la banque qui fait un prêt est obligée de mettre une garantie plus grande, et donc ça a un peu freiné, je vais dire, cette hérésie qui consistait à prêter à tout va, tout qui voulait être propriétaire. Et ce qui est important de noter derrière, c'est que quand on veut un logement pour l'occuper, on peut soit acheter, soit louer. Et on y reviendra. C'est là que je crois que la décision est importante. Vous avez des positions qui sont plutôt à contre-courant, en tout cas des idées généralement admises. Peut-être pour revenir encore une fois sur cette question, bonsoir Laurette Rousseau, est-ce que vous trouvez aussi que les banques peuvent manquer de prudence ou accorder des crédits trop facilement? Je pense que le problème ne se situe pas au niveau du crédit hypothécaire. Là où les jeunes, puisque vous avez parlé des jeunes et c'est eux qui ont le plus de problèmes, je pense que c'est pas au niveau du crédit hypothécaire qu'ils vont avoir un problème. Ce sont les jeunes qui empruntent pour payer leur habitation, mais par contre, qui à côté de ça ne savent pas payer les frais, ils font à côté un crédit à la consommation. Donc les multiples crédits alors. Les multiples crédits, ou pour pouvoir rénover tout de suite la cuisine, la salle de bain, etc., achètent et puis ils font directement un crédit à la consommation. Et quand on accumule les mensualités du crédit hypothécaire et des deux crédits à la consommation, là, ça ne passe plus. Ouais. Est-ce que ce serait ça, effectivement, Roland Gillet? Le problème, c'est les crédits multiples ou bien c'est vraiment le crédit hypothécaire qui pose, lui, une question importante, une question majeure? Si vous rajoutez une couche de crédit à côté du crédit hypothécaire, c'est sûr que la personne doit en plus honorer ce supplément. Maintenant, ce qu'il faut bien voir aussi, et surtout quand il s'agit du neuf, et c'est vrai que la Belgique, sur ce volet-là, n'est certainement pas un pays où c'est le plus facile d'acheter, puisque vous avez 21% de TVA, plus 2 à 3% de frais de notaire. Donc il faut quand même dire à chacun, quand vous achetez quelque chose 100 000 €, il y a déjà 24 000 € que vous mettez, je m'excuse, dans la poche de l'État, mais ça veut donc dire... ça, c'est pour revenir sur, en effet, et on y reviendra, mais sur les conditions qui, en soi, sont difficiles à l'achat. Mais la question de savoir si les banques prêtent trop facilement... Mais c'est clair que la Banque nationale, sans même dire qu'il y a des gens qui sont surendettés par d'autres crédits, mais juste en garde sur une chose, c'est la solvabilité des gens qui sont derrière les crédits et qui donc, avec leurs deux revenus, doivent faire face, comme vous l'avez très bien dit, déjà rien qu'au crédit hypothécaire. Et moi, j'insiste sur une chose aussi, mais qui est vraie non pas en Belgique, c'est vrai dans d'autres pays d'Europe et c'est même vrai au-delà de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé au niveau des ménages ou de la composition des ménages, et pareil au niveau économique et pareil au niveau mobilité. Un exemple, on sait qu'aujourd'hui, des gens qui vivent ensemble, puisqu'il n'y a pas besoin d'être marié pour ça, la durée de vie moyenne est de l'ordre de 7 ans. Si vous endettez à 20 ans, vous comprenez quand même bien que si vous avez un problème après 7 ans, c'est évidemment plus embêtant que si vous restiez avec la même personne et la même garantie des deux revenus pendant 20 ans. Deuxième chose aussi qui est importante aussi à souligner, c'est que les raisons économiques font aussi parfois que les deux revenus ne suffisent pas parce qu'il y en a un qui a un problème de santé, un qui n'a plus d'emploi à un moment donné. Troisièmement, la mobilité qui est demandée au marché du travail aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'avant. Or, et je reviens sur les frais de transaction, quand vous les amortissez sur 20 ans restant toujours au même endroit, c'est déjà cher, mais ça peut encore se concevoir. Si c'est sur quelques années que vous devez changer de lieu de travail et que vous devez bouger, c'est encore plus lourd. Donc je pense aussi que la réflexion de départ, qui est de dire nécessairement d'acheter est une bonne décision, simplement sans même savoir si c'est cher ou pas, est une décision que chacun doit apprécier avec les risques qu'il prend
et les contraintes qu'il aura si un jour ça se passe pas bien. Voilà, c'est à chacun de les apprécier. Exactement. Ça, c'est au preneur de crédit. Oui. Quel est le rôle de la banque finalement là-dedans? Est-ce banque, que les banques manquent de prudence? Mais la banque, je pense, elle fait son métier, et je pense en Belgique encore plus, dans beaucoup de cas, de façon tout à fait cohérente par rapport à la garantie hypothécaire qu'elle a d'abord, au cas où ça tournerait mal, et deuxième chose, d'analyser les capacités de solvabilité qu'ont les personnes qui sont en face. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que la banque n'a pas pour vocation de dire c'est un bon ou un mauvais achat, c'est un choix personnel. Or, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de pays, et ce n'est pas pour ça qu'il faut faire peur aux gens ici en Belgique, mais qu'on peut au moins leur dire qu'il faut être prudent, d'avoir voulu pousser à outrance que tout le monde devienne propriétaire, et notamment les plus fragilisés, on a abouti à des catastrophes. En Espagne aujourd'hui, vous avez des gens qui ont subi justement une crise immobilière et qui ont dû lâcher leur maison et qui ont encore, parce que la banque n'a pas su, sur base de la revente de la maison, combler tout ce qu'ils avaient emprunté, ils se retrouvent sans toit et en plus ils doivent continuer à honorer le crédit. Ils n'ont donc plus rien. Et quand on dit que l'Espagne va mieux, c'est vrai, l'Espagne va mieux, et heureusement d'ailleurs, mais ces petites gens qui ont subi cette crise il y a maintenant pratiquement une dizaine d'années, sont toujours dans le même état. Donc c'est des ménages qui sont morts pour toujours. Donc la contrainte derrière un emprunt hypothécaire, la mensualité comme vous le soulignez, et sans même parler d'évolution des taux d'intérêt, est beaucoup plus grande que si vous êtes locataire. Et quand vous êtes locataire, vous le savez comme moi, vous êtes protégé face aux propriétaires parce qu'on estime que si vous avez des problèmes économiques, si vous avez des problèmes de couple, si vous avez des problèmes de santé, vous avez le droit à choisir quelque chose de plus petit, à choisir quelque chose ailleurs. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Ouais, mais on est quand même loin aujourd'hui ici en Belgique de la situation espagnole, par exemple. Ce n'est pas une question de loin ou pas, madame, c'est une question de fait de dire aujourd'hui, il faut arrêter de dire que d'acheter est nécessairement la seule alternative, et surtout de dire que c'est nécessairement un bon placement. C'est surtout ça qui est dangereux. Ouais. Parce que dans d'autres pays, vous savez, je me souviens par rapport à votre question, les Hollandais disaient des Espagnols, à un moment donné, quand ils ont subi la crise immobilière, oui, mais ça ne peut arriver que dans les pays du Sud. Ils ont subi une crise immobilière résidentielle quelques années après, ils étaient dans la même situation. Et la même situation qu'ont eu les Américains, même si, bien entendu, et heureusement, parce que je tiens quand même à le dire, on n'est pas dans une situation pareille en Belgique. Mais il faut y prendre garde. Oui, mais alors peut-être juste pour terminer encore là-dessus, très rapidement, sur cette question-là, de cette espèce de course trop effrénée à la propriété, pour vous, est-ce que la banque a un rôle à jouer? Est-ce qu'elle est trop imprudente par moment d'accorder des crédits dans des situations où elle ne devrait pas le faire? Mais je pense en tous les cas que les banques aujourd'hui ont d'ailleurs souligné elles-mêmes, après le rappel de la Banque nationale, qu'elles trouvaient qu'au niveau de la concurrence qu'elles exercent entre elles, les marges qu'elles prennent sur les crédits hypothécaires sont peut-être par trop agressifs et qu'il faudrait qu'elles reviennent à ce qu'elles ont dit, à une situation beaucoup plus normale. De là à dire qu'elles ont pris des risques inconsidérés, je ne le crois pas, mais n'oubliez pas quand même que quand quelqu'un fait défaut, c'est pas la banque qui fait défaut, c'est d'abord lui. Et après, vous avez eu des banques qui ont eu des soucis dans certains pays, parce que l'accumulation de ces mauvais crédits qui ont mal tourné ont fait vaciller la banque et parfois on a dû la sauver. Mais je voudrais quand même dire aux gens que quand vous vous mettez sur des contraintes pareilles, c'est vous qui les assumez. Et bien au-delà, avec un crédit hypothécaire, puisque même si au bout du compte vous rendez la maison, vous ne l'occupez plus, mais vous laissez une ardoise à la banque, c'est encore vous qui payez. Alors réaction, Laurette Rousseau, est-ce que finalement on devient trop facilement propriétaire? Est-ce qu'il y a une trop grande course à la propriété aujourd'hui en Belgique? Moi, je n'ai pas tout à fait la même analyse, parce qu'en fait, on peut quand même constater que le défaut de paiement du crédit hypothécaire, il est rare. Les saisies immobilières pour crédit hypothécaire, c'est quelque chose comme 1%. Et encore, c'est souvent des situations structurelles. Ce sont des couples qui se séparent et ils se disent, moi, rien que pour embêter l'autre, je vais arrêter de payer. Donc, il y a à boire et à manger. Donc ce n'est pas forcément lié à des crédits qui ont été accordés trop facilement ou à des situations de départ qui étaient un petit peu difficiles? Non, mais par contre, ce que je pense, ce n'est pas tellement par rapport à la valeur de l'immeuble, ni par rapport au fait que les personnes veulent devenir propriétaires. Là où je pense qu'il y a un défaut de prévoyance, c'est que la banque tient compte des revenus au moment où les personnes font leur demande de crédit hypothécaire. Et là, c'est volatile. Vous l'avez dit vous-même, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir une perte d'emploi. Et c'est plutôt que de parler de 80% de la valeur de l'immeuble, si la valeur de l'immeuble a été correctement estimée, je pense que c'est surtout au niveau du montant des revenus qu'il faut faire attention et laisser une marge importante
en se disant il peut arriver à un moment donné que les revenus diminuent de manière drastique. Ouais, et ça, c'est pas suffisamment pris en compte aujourd'hui? Si je peux me permettre, d'abord, je réagis à la première chose. Vous savez, dans tous les pays qui ont eu des soucis, ils avaient aussi un 2% de taux de défaut. Mais au moment où ça a éclaté, c'est monté à 15%. Donc je pense que votre indicateur, il a le mérite d'exister, mais ce n'est pas dans ces périodes, comme la période qu'on vit aujourd'hui, que le 1% est important. D'ailleurs, la preuve, la Banque nationale le dit, ce n'est pas parce qu'on a 1% de taux de défaut actuellement que c'est un indice de ce qui peut se passer. Premier élément. Deuxième élément, c'est certain que, et vous le dites très bien, que les deux revenus, sachant qu'ils peuvent être aléatoires, parce qu'un peut ne plus être là par raison économique, mais aussi par séparation. Et deuxième chose, parce que c'est la capacité de remboursement qui est mise en avant, et pas la richesse des personnes au départ. Souvent, ils n'ont même rien en dehors des fonds propres que leurs parents leur donnent au début quand ils commencent, et ils les engloutissent dans les 20% et dans les 24% de frais, parce que la banque paye très rarement les frais de mutation. Donc, résultat, ils n'ont plus rien derrière. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils sont fragiles s'il arrive quelque chose. Et je vous rejoins. Par contre, je redis encore une fois, mais n'aurait-il pas pu simplement louer pendant une certaine période, accumuler un certain capital, emprunter donc moins, être donc moins endetté, et beaucoup moins lié à des situations difficiles. Alors, peut-être réaction là-dessus. Si je peux juste me permettre, parce que c'est trop facile de dire, oui, mais on est la Belgique. Moi, je l'ai vu partout. Je vous assure que l'immobilier, au début, ce n'était pas nécessairement ma tasse de thé. Et je ne suis surtout pas un anniversaire de l'immobilier, puisque j'ai été conseil aussi bien pour la Confédération de la construction que pour des constructeurs aujourd'hui. Ce que je dis simplement, c'est que quand on voit la situation de ce qui s'est passé ailleurs, sur tous les continents, c'est toujours la même chose. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, dans beaucoup de groupes au niveau international où je suis, quand on parle de crise économique même, on parle toujours d'immobilier résidentiel au départ. Voir que des gens veulent, et c'est un luxe, être propriétaire de leur maison. Il y a par exemple des avantages supplémentaires. Vous pouvez casser les murs, vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas quand vous louez, mais c'est aussi une vraie charge qui peut de temps en temps ruiner des jeunes ménages et les ruiner pendant longtemps. Allez, il ne nous reste pas énormément de temps, mais Laurette Rousseau, une réaction là-dessus, n'empêche, sur cet accès peut-être, ou cette volonté effrénée à vouloir devenir propriétaire, alors que ça ne convient pas à toutes les situations. Mais je pense que le problème, le raisonnement de ceux qui veulent devenir propriétaires, c'est de se dire, pendant le temps que je vais louer, c'est de l'argent que je paie à perte. Mais qui est faux comme raisonnement. Totalement faux, madame. Moi, au moins mon domaine, c'est la finance. Allez, je vous dis juste un exemple. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit très souvent, mais attendez, on paye à perte. Mais c'est très facile. Prenez quelqu'un qui emprunte 70% du prix de sa maison. Il ne met donc pas les 54, c'est-à-dire les 30 en fonds propres, il les met de sa poche, et les 24, si c'est du neuf, ou les 13,5% plus les 2% si c'est de l'ancien, c'est-à-dire au moins 40, il les met de sa poche. Si vous louez, vous ne mettez pas ces 40, vous n'avez pas besoin de les mettre, vous louez. Et qu'est-ce que vous faites avec ces 40? Si vous voulez du risque immobilier, vous les investissez non pas en bourse, certainement pas, mais dans de l'immobilier de rapport, et vous n'avez qu'à regarder ce que peut vous rapporter sur 20 ans, les 40, vous aurez largement de quoi encore pouvoir décider d'acheter. Et donc, de dire à un moment, on compare la mensualité au loyer, c'est juste une fausse de raisonnement. Et deuxième chose, en termes, et c'est surtout ça sur lequel j'insiste, de relation entre la vie que vous avez quand vous vous contraignez pendant 20 ans avec une mensualité fixe pour devenir un jour propriétaire de votre maison, de dire de l'autre côté, vous n'avez rien quand vous louez, c'est faire fi justement de l'alternative que vous avez, d'allouer les seuls fonds propres que vous avez à autre chose que 42 rue des Marronniers à La Roche-en-Ardenne, où là, vous avez un spécifique propre qui est lié uniquement à l'emplacement que vous détenez. Ouais. Allez, on ne vous mettra pas d'accord là-dessus. Peut-être juste une dernière chose ou deux, Laurette Rousseau, par rapport au taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt sont très bas pour l'instant. Est-ce que, alors par rapport à tout ça, on peut imaginer que les taux d'intérêt pourraient augmenter, notamment pour rendre plus difficile l'accès à l'emprunt hypothécaire et à la propriété? Si les taux d'intérêt augmentent, ça va effectivement jouer, parce que ça va jouer sur la période de 20 ou de 25 ans que dure le crédit. Ça risque d'avoir, dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, un impact sur le prix de vente des immeubles qui risque de baisser, puisque les acheteurs feront des offres pour pouvoir continuer à payer les mêmes mensualités qu'actuellement. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc on pourrait s'attendre à un ralentissement. En tout cas, si les taux d'intérêt pourraient augmenter, ça pourrait être le cas, Roland Gillet. Les taux d'intérêt, pour le moment, je ne pense pas que les perspectives soient nécessairement ce qui remonte drastiquement. Ce que je pense en tous les cas, et je voulais juste ajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec madame, et c'est un luxe de décider à un moment donné d'être propriétaire. Je suis moi-même propriétaire. Mais de partir avec l'idée nécessairement que c'est un achat dicté par le fait qu'en plus c'est un bon investissement, étant donné certains éléments
que j'ai donné tout à l'heure, je pense que c'est d'abord hasardeux et ce n'est pas toujours vrai. Et deuxième chose, c'est surtout aujourd'hui les gens les moins nantis et les gens avec le plus d'incertitudes sur éventuellement leur salaire prochain qui doivent faire très attention. De là à dire maintenant qu'il ne faut pas acheter, la réponse n'est absolument pas celle-là. Je dis juste, c'est un luxe, clairement, au prix actuel d'ailleurs. Vous entendez quand même, et vous le lisez dans la presse, il n'y a même pas besoin de faire des études pour ça, qu'aujourd'hui, sans l'aide des parents, ça devient presque difficile pour les jeunes de devenir propriétaires. Donc les prix ne sont certainement pas gratuits, et je pense que ça englobe toute une série de considérations écologiques qui doivent être prises en compte quand on construit maintenant. Et donc, ça coûte plus cher, mais ça veut dire quand même que la charge que ça occupe sur certaines personnes, sur toute une période de leur vie, c'est-à-dire 20 ans, ça peut aussi les obliger, et là il y a des études qui le montrent, à ne manger que des spaghettis pendant les 20 ans. Donc il faut savoir aussi à quoi ça conduit. Ouais, peut-être toute dernière chose, alors est-ce qu'on peut s'imaginer, une réponse rapide, à ce que les banques imposent des conditions plus strictes encore maintenant? Je pense en tous les cas qu'elles sont déjà tout à fait en adéquation pour la plupart, sur ce que leur demande à la fois la Banque Centrale Européenne, mais également les régulateurs et la Banque Nationale. Mais ce que je crois surtout, c'est qu'aujourd'hui, elles voient quand même que ça peut se tendre sur certains créneaux du marché, pas tout le marché, et qu'elles regardent ça avec, je vais dire, beaucoup plus d'attention qu'avant. Merci à tous.